Cette capsule d'information, associée à l'émission Vos finances à l'antenne de TVRL, vous est présentée par le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Cette semaine, laissez-moi vous parler du crédit d'impôt pour maintien à domicile. Souvent, les gens se posent la question. Moi, j'ai simplement que ma pension, j'ai jamais payé d'impôt. Est-ce que j'ai le droit? Oui, toute personne qui a 70 ans et plus a le droit au crédit d'impôt, qui peut donner jusqu'à un montant de 390 $ par mois. C'est ce qui est très intéressant parce que souvent les gens, ils s'imaginent, parce qu'ils ont simplement que leur pension, qu'ils ne peuvent pas demeurer dans une résidence, que ce soit les résidences Soleil ou d'autres résidences. Ça fait que moi, je pense que quand même, ce serait très important que vous vous informiez auprès des conseillers en hébergement, parce que la plupart des résidences en ont sur place. Bonjour et bienvenue à cette autre édition du magazine électronique, du magazine télévisé Vos finances, diffusé et produit à partir de TVRL, c'est-à-dire Télévision régionale de Laval. Tout simplement, je vous donne ça et on va vous le donner tout au cours de l'émission parce que c'est un site Internet également où vous pouvez retracer les émissions anciennes. Alors, dans ces émissions, si vous venez de vous joindre à nous, c'est pas une émission d'affaires publiques. On n'essaie pas de dire si les étudiants, par exemple, contestataires ont raison ou ils ont tort. On essaie de voir plutôt. C'est une émission de service. On essaie de vous donner de l'information utile et pratique pour mieux gérer vos finances personnelles et familiales en compagnie de deux spécialistes, deux invités qui changent chaque semaine. Et cette semaine, je vous les présente immédiatement. Nous avons à nouveau le plaisir d'accueillir M. Gaétan Veillette du groupe Investor. Le groupe Investor, c'est une des principales filiales ou un des principaux piliers de Power Corporation, la grande compagnie de la famille Desmarais dont nous avons parlé abondamment la semaine dernière. Et beaucoup d'entre vous m'avaient communiqué ou m'envoyé des courriels pour me dire on est bien content que vous reveniez aux commentaires sur l'économie à partir des compagnies, parce que nous autres, ce qui nous intéresse, c'est de connaître la vie des compagnies. Or, vous connaissez la vie des compagnies, nous, on ne la connaît pas beaucoup. Alors, M. Veillette, vous connaissez évidemment le groupe Investor, ça va de soi, puisque vous en faites partie d'une certaine manière. Alors donc, le groupe Investor, on va vous expliquer ça tout à l'heure, puis vous allez voir un graphique à l'écran durant une bonne partie de l'émission. Et à côté de lui, j'ai M. Robert Dagenet, qui est un conseiller en placement auprès d'Industriel Alliance Valeurs Mobilières. Ça, c'est une fusion dans les années 80 de deux compagnies d'assurance. Alors donc, on avait l'Industriel qui faisait des lignes de produits personnels. On vendait des assurances à des individus et à des familles, tandis que l'Alliance vendait plutôt des assurances collectives à des petites et moyennes entreprises. Alors, on a fusionné les deux dans les années 80 et ça a donné donc deux entreprises maintenant qui existent depuis ce temps-là, mais deux entreprises qui sont, si on les regarde une par une, plus que centenaires les deux, donc des entreprises où on retrouve beaucoup d'expérience, même si la fusion est relativement récente. Alors, messieurs, on va faire comme d'habitude. Dans le premier quart d'heure, on va essayer de regarder ce qui s'est passé dans l'actualité économique et financière au cours des derniers jours et des dernières semaines, à partir desquelles des informations pourraient aider les gens qui nous écoutent à prendre des décisions concernant la gestion de leurs finances personnelles et familiales. Alors, je vais commencer avec vous, M. Dagenet, si vous voulez bien, parce qu'avant l'émission, vous avez attiré mon attention sur le fait que hier, la Banque du Canada a envoyé un message assez clair à l'effet que les taux d'intérêt extrêmement bas qu'on connaît depuis déjà un bout de temps, c'était terminé, ça tirait à sa fin et qu'on allait les augmenter. Est-ce que je résume à peu près ce qu'ils ont dit? Oui, parce que je n'ai pas entendu la nouvelle de la Banque du Canada se prépare à hausser les taux au cours peut-être des prochains mois. On parle de septembre-octobre. La conséquence sur le consommateur, c'est que les prêts hypothécaires vont augmenter, les prêts personnels vont augmenter. Tous les prêts à taux variable vont augmenter. À taux variable vont augmenter. C'est pour peut-être essayer de diminuer l'endettement vis-à-vis le consommateur. Forcer un peu les familles à épargner un peu plus et à baisser le niveau d'endettement. Exactement. C'est pour ça. Quand ça va partir, on ne sait pas à quelle vitesse ça va partir. Présentement, le Canada est dans une bonne position économiquement. Mais les taux, on se prépare carrément à augmenter les taux au cours des prochaines années. Même si on avait décidé l'année passée qu'il était supposé les monter, mais ça ne s'est pas fait à cause de la situation économique mondiale. La hausse ou le report à la hausse ne s'est jamais fait. Le report à la hausse, en 2011. Ouais, la situation économique n'était pas prête à ça. Maintenant, après ce qui s'est dit dernièrement avec le FMI, que la reprise est bien engagée au Canada, c'est un des premiers pays qui va
vraiment monter au niveau de la reprise économique. Mais pour diminuer, on dit l'endettement, il faut qu'il augmente les taux. Et on dit que ça pourrait aller jusqu'à doubler, mais on ne dit pas sur quelle période, on ne dit pas à quelle vitesse, évidemment. Exactement. Présentement, parce qu'ils ne le savent pas, eux autres non plus. Non, ils ne savent pas. Le tôt est à 1 ça va assez vite dans ce temps-là. Là, on parle de 1 rapidement. Là, oui, mais habituellement, on monte ou on baisse par quart de point. Oui, c'est-à-dire 0,25 On parle d'un an. C'est assez long. On parle d'un an. C'est pour ça qu'il faut peut-être commencer à prévoir au niveau des hypothèques variables, tout ça. Peut-être les gelés sur une base de 3-4 ans. Sur une base fixe, parce qu'on a encore du 5 ans actuellement autour de 3 à peu près. Exactement. C'est pas cher, ça, 5 ans pour 3 Non, c'est pas cher. Monsieur Veillette, vous avez entendu la nouvelle aussi. Est-ce que vous y croyez, vous, que cette fois-ci, c'est la bonne? Parce qu'on nous disait la même chose au début de 2011. Puis finalement, les taux ont baissé durant la plus grande partie de l'année 2011. Oui. Et c'est ça, d'ailleurs, parce que quand les taux d'intérêt montent, les obligations augmentent. Puis quand les taux d'intérêt augmentent, la valeur commerciale des obligations diminue. Oui. Et c'est ça qui a assuré la plus grande partie du rendement de 4 de la Caisse de dépôt et de placement l'an dernier, par exemple. Est-ce que vous y croyez que cette fois-ci, on va repartir à la hausse et de façon régulière? Moi, je pense que la Banque du Canada a raison de passer un signal clair au niveau des ménages, au niveau des entreprises et aussi au niveau gouvernemental, de faire attention à l'endettement. Et s'il y avait une remontée des taux d'intérêt dans la prochaine année, assumons que s'il table sur 1 d'augmentation sur un an, eh bien, ça a un impact significatif sur les ménages, sur l'endettement qu'ils ont. Alors, un an d'une hypothèque de 200 000, ça commence à compter au bout de la ligne, là. Tout à fait. Alors, d'où l'importance que les ménages écoutent ce message-là cette fois-ci, parce que les possibilités de hausse peuvent être significatives. Par contre, ça me surprendrait que ce soit des hausses considérables. Alors, et si ça se fait sur un quart de point ou sur un demi-point, en y allant graduellement, je pense que le marché a quand même une résilience de s'adapter à la nouvelle réalité. Et ce marché-là, les taux d'intérêt ont une influence, évidemment, sur le marché des obligations. Et vous le disiez tantôt aussi bien, les nouvelles séries d'obligations vont être à taux un petit peu plus élevés. Ce qui veut dire que les anciennes séries sur le marché qui se revendent dans le marché secondaire... La valeur commerciale. Pas la valeur nominale, on s'entend bien, là. Si c'est une obligation de 100 ou de 1000 ça ne bougera pas. Mais c'est la valeur commerciale, si on veut échanger l'obligation en cours de route, parce qu'il y a des obligations qui vont jusqu'à 10, 15, 20 ans et même un peu plus longues dans certains cas. C'est là que la difficulté est au niveau du marché secondaire pour ceux qui détiennent déjà des obligations. Alors, leur obligation aura moins d'attrait temporairement sur le marché. Et puis, évidemment, ces obligations-là arrivent à échéance éventuellement. Alors, plus on est près d'échéance, moins que l'impact sera grand. Et plus l'échéance est à long terme de l'obligation, plus l'impact pourrait être significatif. Là, vous m'avez tendu une belle perche que je vais saisir parce que j'ai eu beaucoup de commentaires depuis 2 ou 3 semaines et les gens me disaient ce qu'on aime bien, c'est quand vous expliquez les thèmes. Là, vous venez de parler du marché secondaire. C'est quoi ça, le marché secondaire? On parle de... Quand un émetteur va émettre des obligations, comme exemple, sur une période de 25 ans ou de 30 ans, OK? L'obligation va atteindre sa valeur nominale à terme à l'échéance. Okay. Sauf qu'entre-temps, le détenteur pourrait revendre son obligation. Il peut avoir besoin d'argent, lui, depuis 25 ans, c'est très long, ça. Oui, alors c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Donc, il revend son obligation dans le marché ou il le rachète. C'est pas l'émetteur qui la rachète, c'est un autre investisseur éventuellement qui, lui, veut investir à ce prix-là, à ce moment-là, qui va l'acheter. Absolument. Donc, si les taux d'intérêt indiqués sont, disons, je ne sais pas, de 5 et que le marché est à 3 eh bien, l'obligation a nécessairement une valeur économique intéressante. D'un autre côté, si c'est l'inverse, le marché est à 5, mais l'obligation est à 3, bien, l'obligation est beaucoup moins intéressante que si elle Parce que les gens qui en veulent, ils sont mieux d'acheter des nouvelles à ce moment-là à 5 plutôt qu'en acheter des anciennes à 3. Tout à fait. Sauf que si l'ancienne à 3, au lieu de se vendre à sa valeur nominale de 100 se vend à 95 bien là, il y a un calcul à faire avec le conseiller financier pour savoir laquelle des deux est la plus avantageuse. Oui. Et c'est pour ça que des obligations, une obligation dont l'échéance est dans les 3-4 prochaines années, une variation des taux d'intérêt a peu d'importance sur la variation de la valeur de l'obligation. D'un autre côté, si c'est une obligation qui reste 20 ans, eh bien là, c'est une obligation à maturité long terme. Sur une longue période comme ça. Donc l'écart pourrait être beaucoup plus sensible. Ça a un impact aussi sur les actions privilégiées. Donc quelqu'un qui possède des actions privilégiées, non pas des actions ordinaires, et dépendant de la
caractéristiques de l'action privilégiée, ça peut avoir une influence aussi sur la variation de valeur des actions privilégiées. Maintenant, si vous permettez, la Banque du Canada a bien exprimé qu'elle le maintenait à 1 % et sa prochaine révision est prévue pour le 5 juin 2012. Donc, ça donne un certain temps pour s'ajuster. On sait que l'inflation a augmenté un peu plus que ce que la Banque prévoyait. La fourchette cible est toujours minimum 1 % maximum 3 % avec un cible de 2 %. Oui. Donc, ils veulent viser une inflation maîtrisée à 2 %. Donc, si on est à 2, donc ça peut indiquer à la Banque qu'il faudrait peut-être qu'elle réajuste ses taux de façon proactive, de manière à avoir un ajustement en douceur de l'économie. Vous me permettrez de diverger un petit peu d'opinion avec vous, parce qu'il y a un élément déterminant, je pense, dont vous n'avez pas parlé ni un ni l'autre, c'est les États-Unis à côté, qui absorbent 80 % à peu près de nos exportations, c'est-à-dire à peu près 35 % de l'ensemble de notre économie. Et si les États-Unis n'augmentent pas leurs taux et que nous, on augmente nos taux, bien là, on va s'en aller à 1,5 $, 1,8 $, 1,10 $ avec le dollar canadien. Et là, nos exportateurs vont hurler parce qu'ils vont dire qu'on n'est plus capable d'exporter, nos coûts de production sont beaucoup trop élevés. Et c'est là que notre politique monétaire de la Banque du Canada est influencée encore sur un facteur prédominant qui est la politique monétaire américaine. Tout à fait. Alors, si on a un écart de politique significatif, ça veut dire que la devise canadienne va prendre de la valeur ou va se dévaluer en rapport à cette politique-là. Donc, on ne peut pas s'écarter d'une façon majeure de la politique américaine. Tout à fait. Et puis, je t'ajouterais aussi, la Banque du Canada a bien précisé que dans les pays émergents, nos relations économiques avec les pays émergents, c'est à peine 1 % de nos exportations. Donc, la Banque du Canada souhaite évidemment qu'on s'implique davantage du côté de ces marchés-là, parce que si on veut participer à la croissance économique mondiale d'une façon plus intense et en allouant peut-être une proportion moins importante à nos voisins du Sud, là, qui sont les États-Unis. Parce qu'on est trop dépendant d'eux autres actuellement. Actuellement, on est trop dépendant d'eux autres. Par contre, le Québec a probablement une pénétration internationale beaucoup plus grande que le reste des provinces canadiennes. Donc, on pourrait être un petit peu épargné chez nous au Québec pour nos entreprises. Sauf que c'est toujours le même principe. Le Québec, ça fait partie du Canada. Oui. Et ce sont les statistiques et les données canadiennes qui comptent sur la scène internationale et non pas les données essentiellement québécoises. Absolument. Ou principalement québécoises. Absolument. Oui. Alors donc, ça va être à surveiller de près, y compris ce qui va se passer aux États-Unis. Puis on sait qu'aux États-Unis, ils s'en vont en élection à l'automne, là. Alors on va voir qui va être réélu, M. Obama ou bien le nouveau qui vient, celui des Républicains. Et qu'est-ce qu'on va faire avec des grands programmes sociaux là-bas? Et est-ce que l'économie américaine va continuer de prendre du mieux assez rapidement pour rattraper et même éventuellement dépasser l'économie canadienne en termes de croissance? Alors là, si les États-Unis se mettaient à augmenter les taux, ça nous permettrait à nous de les augmenter aussi. Sinon, bien là, on pourra difficilement augmenter nos taux parce que là, on pourra plus exporter en Chine, en Inde, au Brésil et dans les autres pays émergents dont vous avez parlé. Et sûrement, et l'élection d'un nouveau président ou la réélection du président, c'est souvent un facteur hétérogène quant au marché. Alors, ça peut être un facteur déterminant, mais c'est surtout les politiques du parti qui deviennent dominantes au niveau de la perception des marchés financiers à la suite d'une élection. Tout à fait. Alors, ça va être à surveiller à l'automne, c'est au mois de novembre que ça se passe. Et puis, en attendant, bien, on va continuer de surveiller ce que la Banque du Canada va nous dire ici, bien entendu. Parce que comme la Réserve fédérale américaine, à chaque mois et demi à peu près, ils font des prévisions et puis ils ajustent les prévisions sur l'économie au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Oui. Alors donc, c'est un phénomène à surveiller. Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? Et puis là, bien, si ça continue d'aller bien chez eux, ça va nous permettre de peut-être éventuellement d'augmenter nos taux, à nous aussi, si eux commencent à augmenter leurs taux. Sûrement. Sinon, bien là, ça ferait un déséquilibre considérable. Je vous remercie beaucoup, M. Veillette. Et je vois ici que vous avez un superbe graphique. On va vous montrer ce graphique-là tout au cours de l'émission parce qu'on va en parler. La semaine dernière, j'ai parlé de Power Corporation et de la financière Power. Je n'avais pas le graphique sous la main, mais comme M. Veillette nous écoute attentivement, lui, sachant qu'il venait cette semaine, il nous a apporté ce graphique-là que vous allez voir à l'écran régulièrement. Alors, vous allez voir en haut, Power Corporation, sa filiale principale, la financière Power, et puis vous avez ensuite de ça, Pargesa, ça c'est la filiale industrielle, dont Power possède 50 %, l'autre 50 % appartenant à Albert Frey, le Belge, la compagnie belge.
Et ça, c'est un holding industriel, donc. Et ces gens-là possèdent 3 ou 4 ou 5 de total. La quatrième pétrolière au monde possède 32 ou 37 de Ciment Lafarge, le plus gros cimentier au monde à peu près. Alors, c'est un holding industriel. Donc, vous allez voir ça sur le graphique. Et puis, vous avez aussi les deux gros piliers ici qui s'appellent Great West. Ça, c'est les compagnies d'assurance. Et puis, vous avez Investor Group, IGM, Investor Group. Oui. Alors, ça, c'est... Donc, les deux gros piliers, c'est autour des fonds communs d'investisseurs puis autour des compagnies d'assurance de la Great West. Liberté 55, par exemple, c'est rendu dans la Great West maintenant. Alors, donc, vous allez voir ce graphique-là. Et puis, on peut trouver ce graphique-là sur Internet pour ceux que la chose intéresse et qui voudraient avoir plus de détails. On fait simplement le Power Corporation et on va sur le site de Power Corporation puis on va voir le graphique qu'on retrouve également au début du rapport annuel qui vient de paraître. Là. Oui. Alors donc, voilà, il y a de l'information pour tout le monde. Et on me signe qu'en termes d'information, on m'informe que c'est déjà la fin de la première période. On va terminer la première période ici et on va revenir ensuite de ça pour continuer cette discussion et essayer de vous apporter d'autres compléments d'information sur des questions précises qu'on m'a posées, notamment sur la différence, par exemple, entre Power Corporation et la financière Power. Si les deux entreprises sont filiales l'une de l'autre, pourquoi les deux prix des actions sont différents? Dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour la deuxième période ou le deuxième bloc de cette émission d'aujourd'hui, où on va parler beaucoup encore un peu de Power Corporation. On peut en dire tellement de choses qu'on pourrait en parler longtemps. Et donc, vous avez sur le graphique Power Corporation, et puis vous avez ensuite la financière Power qui regroupe les principales filiales. Et puis, vous allez voir à chaque côté, vous avez deux petits blocs où, là, on a des plus petites entreprises, dont celui qui s'appelle GESCA. GESCA, c'est les journaux de Power Corporation. Vous savez que, par exemple, le Journal de Montréal et le Journal de Québec se partagent la province en deux, avec une ligne qui suit, par exemple, l'autoroute 55 qui part là-dessus, qui descend jusqu'à Sherbrooke, en passant par la Mauricie et les Bois-Francs. Power Corporation, ce n'est pas des journaux tabloïdes, comme on dit, là, petit format. C'est des journaux grand format, et il y en a 7 pour couvrir l'ensemble de la province. Alors, vous avez la presse à Montréal, vous avez le Nouvelliste à Trois-Rivières, vous avez la Voix de l'Est à Grimby, vous avez la Tribune à Sherbrooke, vous avez, par exemple, le Soleil à Québec. Vous avez ensuite de ça, vous me direz si j'en ai échappé un ou deux. Là. Il y a aussi le Droit. Vous avez le Droit à Ottawa. Et le Quotidien à Chicoutimi. Et le Quotidien à Chicoutimi, bien sûr. Alors, eux préfèrent des grands journaux où on fait souvent des études et des analyses, tandis que le Journal de Montréal et le Journal de Québec, eux autres, préfèrent des nouvelles plus courtes où on donne simplement de l'information brute et où il n'y a pas de commentaires et il n'y a pas d'éditorial et des choses comme ça. Alors donc, une question qu'on m'a posée, parce que je pense que je l'avais dit la semaine dernière, quelqu'un m'a dit, je résume, à partir d'un commentaire d'une personne qui s'appelle Raymond. Raymond m'a dit, si effectivement Power Corporation prend 80 ou 90 de ses revenus de sa filiale financière Power, pourquoi les deux actions ne se vendent pas le même prix? Et pourquoi elles s'en vont, par contre, quand on fait des graphiques de 10 ans ou de 15 ans, ça s'en va comme un beau parallèle, là, comme une rail de chemin de fer, par exemple. On constate que la financière Power se vend toujours 1,15 $, 1,20 $, 1,5 $, de plus que sa maison mère, Power Corporation. Alors, pourquoi c'est pas exactement le même prix? Est-ce que vous avez une idée là-dessus, M. Veillette? On vous a déjà posé la question, peut-être. Il faut comprendre que c'est un groupe corporatif qui est très ramifié, qui a beaucoup d'envergure. C'est un groupe corporatif qui engage beaucoup, qui emploie beaucoup de personnel, beaucoup de travailleurs autonomes qui sont dans ce grand réseau-là. Et pour le public, c'est intéressant de connaître, d'avoir une meilleure idée de l'organigramme corporatif pour mieux saisir ces ramifications-là. Qu'est-ce qu'on achète? Seulement que les assurances, seulement que les fonds communs, ou bien la maison mère Power Corporation, ou bien la principale filiale financière Power. Dès le départ, sous Power, vous l'avez bien résumé, il y a une filiale média qui regroupe un ensemble de grands quotidiens et de médias, et il y a une filiale financière sur la corporation financière Power. Sous la corporation financière Power, il y a deux grandes entités. Il y a le groupe de Great West Lifeco ainsi que le groupe IGM. Moi, j'appartiens au groupe de IGM qui supervise évidemment Group Investors et aussi McKinsey, alors qui sont les principales entités de ce groupe-là. Sous le groupe de Great West Lifeco, on retrouve la compagnie d'assurance Great West, on retrouve Putnam, on retrouve London Life également, alors qui, eux, forment une entité
qui utilisent des plateformes communes et ce qui permet une synergie énorme entre ces entreprises-là pour être capable de produire d'émettre des produits financiers et distribuer des services financiers à un ensemble de clientèle de et particuliers. avec l'acquisition, il y a 2 ou 3 ans, de l'American Putnam, vous êtes rendu à combien? 500-600 milliards d'actifs sous gestion, me disiez-vous tout à l'heure avant l'émission? L'ensemble de Power, d'après le rapport annuel de Power ici, Power gère environ 500 milliards d'actifs sous gestion. Donc, c'est énorme, ça. C'est énorme, c'est beaucoup, c'est une grande entité. Et cette grande entité a des ramifications non seulement en Amérique du Nord, mais beaucoup ici en Europe. Donc, ça permet de diversifier les activités, d'avoir d'autres partenariats. En fait, ça couvre le monde entier. Là, si on regarde, par exemple, la filiale industrielle ici, là, oui, qui s'appelle Pargesa. Oui, absolument, absolument. Qui est un autre module dans l'ensemble de Power. Si on prend par exemple comme Great West, on dit ici dans le rapport annuel que c'est un chef de file en matière d'assurance au Canada, puis un fournisseur de produits d'assurance vie, assurance maladie, placement, épargne et de revenus de retraite et de réassurance principalement au Canada et en Europe. Ça, c'est un des modules importants. L'autre module, c'est la division IGM duquel relève Group Investors, qui dessert plus d'1 million de Canadiens et qui a une force de vente de 4600 conseillers à travers le Canada. Monsieur Dagenet, j'imagine qu'on vous a souvent posé cette question-là. Pourquoi l'action des 2 compagnies ne se vend pas exactement à le même prix? Il y a une petite différence au niveau des valeurs mobilières, c'est que, si je me rappelle bien, l'action de Power Financial se vend un petit peu plus cher, mais le dividende est un petit peu plus élevé aussi. Donc, ça sera à cause de ça? Ça sera une partie à cause de ça. Effectivement, le dividende de la financière Power, c'est 1,40 $ par action par année, divisé en 4 parts égales, évidemment. Tandis que chez Power Corporation, le dividende, c'est seulement 1,16 $. Alors, quand on achète une action ou 1000 actions dans une compagnie, c'est la même chose. On achète une part des bénéfices futurs. Et beaucoup de gens regardent des graphiques et oublient que le graphique traduit simplement l'évolution du prix de l'action et ne donne pas de dividende la plupart du temps. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça donne avec le dividende, il faut aller voir dans l'avis de convocation à l'Assemblée des actionnaires, alors donc, qui accompagne le rapport annuel destiné aux actionnaires. Et au début, là, on vous donne un graphique qui donne les 2 éléments. Il y a des gens qui veulent avoir des dividendes pour arrondir les fins de mois ou les fins de trimestre. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Alors pour eux, donc, c'est pas le plus gros dividende qui est intéressant, c'est la progression de l'action qui peut être plus intéressante. À ce moment-là, ils vont préférer Power Corporation, tandis que ceux qui veulent avoir le plus gros dividende vont aller plutôt du côté de la financière Power. Et on m'avait fait remarquer aussi que vous payez peut-être 1 pièce et quart à l'achat de plus, mais quand vous allez revendre 1 pièce et quart de plus aussi. Parce que quand il y a une transaction qui se fait à la bourse, il y a toujours une personne qui achète et une personne qui vend, bien entendu. Alors, donc, sinon, il n'y aurait pas de transaction. Et les deux, évidemment, sont intéressés à regarder le dividende. Qu'est-ce qui donne le dividende? Ça dépend, encore une fois, de l'acheteur. C'est l'acheteur qui décide, j'achète un ou j'achète l'autre. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez jamais, quand on vous montre des graphiques, que ça ne comporte jamais le dividende. Mais vous, comme actionnaire ou comme investisseur, quand vous voulez acheter une action, vous devez tenir compte du dividende, bien sûr, parce qu'il fait partie, lui aussi, de la rémunération à l'actionnaire, ça va de soi. Okay. Alors, donc, la différence tient essentiellement là. C'est 1,40 $ ou 1,16 $. Lequel des deux vous préférez? Et il faudrait peut-être rappeler ici, puisqu'on est dans la saison des impôts, qu'un revenu de dividende, ça profite d'avantages fiscaux particuliers. Oui, c'est parce qu'il y a un crédit d'impôt pour le dividende qui s'applique lors de la déclaration d'impôt du particulier. On l'affiche à la fin de la déclaration d'impôt de particulier. Ce qui fait que l'effet fiscal d'un dividende peut être... le coût fiscal d'un dividende, c'est peut-être 22, 23, 24 % dépendant de notre revenu imposable. Bien sûr. Et puis quelqu'un qui aurait que des dividendes, bien, il y a un bon montant qui ne serait pas imposable au départ. L'excédent devient imposable à son taux marginal d'imposition. Par contre, il y a des inconvénients. Un dividende, c'est pas admissible pour un revenu pour mettre dans le REER. Et ça ne sert pas pour augmenter votre régime de rente du Québec, par exemple. Tout à fait. Vous avez raison. Quelqu'un qui est en affaires, qui a une PME, qui possède une PME, et se paye en dividende, ça ne lui donne pas d'un nouveau droit de cotiser au REER, parce que ce n'est pas un revenu gagné. D'autre part, ça ne lui permet pas de contribuer à la Régie des rentes du Québec pour assurer une partie de son revenu de retraite. C'est pas un revenu de travail, c'est un revenu de placement. C'est pour ça que ça ne permet pas de contribuer au REER et ça ne permet pas de contribuer au régime de rente du Québec aussi.
Puis là, on risque d'avoir un problème quand on arrive à 60 ou 65 ans. Sûrement. Par contre, quelqu'un qui a des revenus de dividendes, mais de notre côté, il a des revenus locatifs. Un revenu locatif, ça compte à ce moment-là pour augmenter ses droits de cotisation. Le revenu locatif net, faut-il préciser ici? C'est-à-dire le revenu de vos loyers moins les dépenses. Moins les dépenses qui figurent sur le formulaire, le T776 de la déclaration d'impôt de particulier. Ouais. Je vous disais la semaine passée que ce monsieur fait, et il est très rare parmi les conseillers financiers, fait des déclarations d'impôt pour plusieurs de ses clients. Et parce qu'il me disait à un moment donné, l'an passé, je crois, une fois qu'on a mis les données dans l'ordinateur, c'est très facile de les rajeunir chaque année. Alors, je comprends mal pourquoi des collègues ne le font pas plus que ça. Mais les collègues en question, c'est peut-être parce qu'ils ne veulent pas faire les dizaines d'heures de formation que ça prend chaque année pour se tenir à jour sur des mesures fiscales, évidemment. Oui. Et les mesures fiscales sont élaborées, sont complexes. Et quand un individu fait lui-même sa propre déclaration d'impôt, surtout à la main, c'est sûr que ça comporte des erreurs et que quand on le met sur un logiciel, ça fait déjà une grande différence parce que le logiciel fait un autodiagnostic et nous rappelle certains éléments à tenir compte. Et en plus, lors de la transmission d'une déclaration d'impôt sur le logiciel à Revenu Québec et à l'Agence du revenu du Canada, il y a un diagnostic qui se fait automatiquement pour rapporter des erreurs ou des choses qui peuvent manquer dans la déclaration. Alors, M. Dagenet, on s'entend pour dire que c'est la différence du dividende qui explique la différence de prix entre l'action de la Financière Power et celle de Power Corporation. Oui, c'est la différence du dividende multiplié sur un certain nombre d'années. Exactement. Parce que le dividende, il fait partie lui aussi du rendement d'un placement. Oui, il fait partie de l'action comme telle. Il fait partie de l'action comme telle. Mais dans les graphiques, on ne le donne jamais, non, ça. Jamais. Mais il faut voir au niveau des revenus, qui est le dividende qui fait toute la différence. Et ça dépend de chaque investisseur. Pour des gens, c'est plus intéressant d'avoir plus de dividendes. Pour d'autres, c'est plus intéressant d'avoir plus de revenus, de salaire pour pouvoir contribuer aux deux régimes dont on a parlé tout à l'heure. Alors donc, il n'y a pas de règle générale qui s'applique à tout le monde. Alors, je vous en prie, ne me demandez pas lequel des deux vous devriez acheter. Je ne sais pas, moi, je ne vous connais pas. Et puis, je n'ai pas regardé votre situation financière complexe. Si vous voulez regarder ça, bien, vous appelez des spécialistes comme ceux qu'on invite ici régulièrement chaque semaine. Et là, ces gens-là pourront faire avec vous une étude de votre situation assez complexe et ils pourraient vous donner, eux, des avis un peu plus précis concernant votre cas à vous puis votre situation personnelle et familiale. Parce que de plus en plus, maintenant, les déclarations d'impôt, ça se fait sur une base familiale et non plus individuelle. Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'interactions dans une unité familiale entre les membres du couple. Au niveau de certaines déductions, dont les soins de santé, comme exemple, ça peut être le regroupement au niveau des dons de charité et au niveau des enfants. Donc, la politique familiale devient très complexe et se traduit très mal dans une déclaration d'impôt, d'où l'importance de le faire sur le logiciel. Et de le faire évidemment avec ou par un spécialiste. Tout à fait. De manière à ne rien oublier, ne pas oublier d'avantages fiscaux qu'on pourrait perdre parce que 1 000 $ que vous avez de revenus de placement, ça va être imposable un jour ou l'autre, même si c'est dans un REER. Quand ça va sortir du REER, ça va devenir imposable. Mais 1 000 $ d'économie d'impôt, ça ne sera jamais imposable, ça, parce que ce n'est pas un revenu de travail, c'est une économie d'impôt. Oui. Et permettez-moi de rajouter, M. Hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens là, qui reçoivent maintenant leur avis de cotisation du Québec ou du fédéral, et ces gens-là se dépêchent de le mettre dans la filière sans le consulter ou en regardant que la ligne du bas, combien il leur en revient ou combien il y en a de plus à payer. J'invite, moi, les gens à aller beaucoup plus loin, de lire plus en profondeur leur avis de cotisation. Prenons comme exemple, j'avais une dame l'autre jour qui a 67 ans et sa mandataire qui s'occupe de cette personne-là me demande de prendre en charge sa déclaration d'impôt. Et je constate immédiatement que la personne a des crédits d'impôt de frais de scolarité de 2 500 $. Ça fait 14 ans qu'elle est retraitée, cette dame-là. Alors, depuis combien de temps ces crédits d'impôt de frais de scolarité traînent sur ces avis de cotisation et qui n'ont jamais été utilisés? Alors, d'où l'importance de regarder attentivement les messages que nous donne Revenu Canada, Revenu Québec sur nos avis de cotisation, les ajustements qu'ils font. Et il y a des ajustements qui peuvent être discutés avec Revenu Canada et Revenu Québec. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'il s'agit d'une erreur ou un manque d'information ou un manque de preuves. Et peut-être qu'ils ont tort aussi. Et peut-être qu'ils ont tort aussi. Et j'invite les gens tout au cours de l'année à préparer leur déclaration d'impôt, notamment en regroupant comme leur reçu d'abonnement de transport en commun.
Il y a beaucoup de gens qui arrivent pour faire leur déclaration d'impôt, puis j'ai oublié... Ils oublient des éléments comme ça. J'ai oublié mon crédit. Alors, si on l'accumule toute l'année, si on accumule nos dons de charité, nos frais médicaux, etc., et l'ensemble des papiers, on les regroupe ensemble, c'est beaucoup plus facile après ça d'exécuter une déclaration. Mais c'est toujours le même principe. Il y a des gens qui trouvent que quand on paye, c'est toujours trop cher. Alors, consulter quelqu'un pour faire sa déclaration d'impôt, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, et cette personne-là, elle doit gagner sa vie aussi. Alors, ça peut coûter quelques dizaines ou quelques centaines de dollars. Sauf qu'elle peut peut-être vous épargner plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de dollars en faisant la déclaration comme il faut. Et si vous ne voulez pas payer le spécialiste chaque année, bien, vous pouvez au moins faire votre déclaration sur le Centre du monde pour une fois. Et une fois que vous l'avez, bien là, vous rajeunissez les chiffres à chaque année. Et quand il arrive des événements importants dans votre vie, bien là, vous retournez voir le spécialiste pour vous assurer que vous n'avez rien oublié. C'est à peu près ça qu'il faut l'envoyer comme message. Absolument. Puis je pense que s'il y a un bon dialogue entre le préparateur de la déclaration d'impôt, que ce soit le comptable, que ce soit le conseiller, que ce soit un préparateur officiel, ce qui est important, c'est qu'il y ait un langage commun entre les deux et puis que les questions posées, que l'individu puisse bien être prêt à y répondre. Vous avez parlé tout à l'heure de crédit d'impôt. Il y a encore une manif aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission des étudiants. Et vous nous disiez, au cours des dernières fois, quand vous êtes venus, que les étudiants avaient droit à des crédits d'impôt importants dont on ne parle jamais, évidemment, dans les manifs. Et il y a des gens qui m'ont appelé puis m'ont dit, « Monsieur Hinch, il y a deux sortes de crédits d'impôt, remboursable ou non remboursable. Est-ce que vous pouvez nous faire la distinction entre les deux? » Absolument. Prenons l'exemple d'un étudiant de cégep qui débourse 216 $ pour une année d'études postsecondaires au cégep pour 10 mois d'études. C'est beaucoup. Ça, c'est des frais de scolarité. C'est des frais de scolarité. Il y a 32,5 % du frais qui est remboursable par la déclaration d'impôt. OK. On pourra en parler au module suivant. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est remboursable par la déclaration d'impôt? C'est qu'automatiquement... Si on le déclare comme il faut, on a un retour d'impôt à ce moment-là d'Ottawa et de Québec? Exact. Un retour d'impôt combiné qui équivaut au tiers du déboursé. Bien, alors on me fait signe sur le plateau désespérément qu'il faut faire une pause, puis on va revenir donc dans quelques instants pour le troisième bloc, en compagnie de nos deux invités. Dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour le troisième bloc de cette émission en compagnie de M. Gaétan Veillette du groupe Investors et de M. Robert Dagenet, qui est conseiller en placement, lui, auprès de Industriel Alliance Valeurs Mobilières. Messieurs, merci d'être là encore aujourd'hui. Et comme M. Veillette a beaucoup parlé, M. Dagenet, j'ai une question pour vous maintenant. La semaine dernière et depuis 2 semaines, le groupe de Génie Conseil, SNC-Lavalin a encore fait parler beaucoup de lui, même que l'action le vendredi dernier a plongé de quelque chose comme 20 % où on était rendu en début d'année à 62 $, puis là, on était rendu à 34 $ à peu près. Alors, il y a des gens qui m'appellent et disent, « Monsieur Hinch, est-ce que c'est le temps d'acheter maintenant SNC-Lavalin? Est-ce que ça a suffisamment baissé? » SNC-Lavalin, c'est un titre présentement qui est très attrayant au niveau marché, vu qu'il a descendu énormément. C'est une compagnie qui a des projets autour du monde. Le carnet de commande est très, très bien. On dit 83 pays. C'est ça. Le carnet de commande est très, très bien pourvu au cours des prochaines années. La compagnie, présentement, passe, comme on dirait, une mauvaise passe morale à cause de certaines choses qui sont passées pas en Arabie, mais en Libye. Sauf qu'au bout de la ligne, c'est une partie de leurs affaires que, moralement, est inacceptable vis-à-vis de la population. Bon, si on le regarde économiquement, la compagnie est encore très, très solide. Elle est implantée tout partout. Puis le carnet de commande est très, très, très bien... Et on me dit que le carnet de commande contient encore 3 ans d'ouvrage devant eux. Oui. À chaque semaine, évidemment, ils terminent un certain nombre de contrats. Ils en ont plusieurs milliers. Et à chaque semaine, ils terminent des contrats, mais il y en a d'autres qui rentrent. Et souvent, ceux qui rentrent sont plus gros que ceux qu'on vient de terminer. Exactement. C'est que l'équipe de direction est encore là présentement. Il y a le président On a congédié le président, mais ça sera en place un président. Ça sera en place et tout le comité de direction... Il est dirigé avec un comité de 7 personnes. Qui sont encore là présentement, à part un, je pense qu'il est parti, mais la compagnie comme telle va continuer à rouler plein gaz, comme on dit, puis les perspectives sont bonnes pour l'avenir.
Mais en fait, la question précise était, est-ce que ça a assez baissé pour qu'on commence maintenant à en acheter à nouveau? Là? Si on n'a pas de boule de cristal, il peut sortir un nouveau scandale peut-être la semaine prochaine ou des bonnes nouvelles. Ça, la boule de cristal ne le dit pas encore. Mais est-ce qu'on peut penser que les mauvaises nouvelles sont plutôt derrière eux autres maintenant que devant? Présentement, Une fois que la gendarmerie royale est allée dans vos bureaux, qu'est-ce que vous pouvez entendre de pire que ça? Là? Exactement. C'est pour ça que qu'est-ce qui va sortir de là? Ça va être une souris ou alors ça va tomber complètement à l'eau. On ne sait pas encore. Là, ça va être à SNC-Lavalin de faire la preuve de transparence au niveau des actionnaires, au niveau des investisseurs. Donc, davantage un problème de communication qu'un problème d'économie, si je comprends bien ce que vous dites. Exactement. Présentement, c'est un problème de communication. C'est parce qu'on là, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Il manque de transparence. M. Veillette, je vous vois là, opiner de la tête et approuver votre collègue. J'approuve. Est-ce que les gestionnaires de portefeuille chez vous qui gèrent des milliards de dollars sont d'accord avec ça? Est-ce qu'ils vendent actuellement encore de SNC-Lavalin aussi commence à en racheter tranquillement, pas vite? Une chose est sûre, j'appuie absolument ce que Robert nous dit avec beaucoup de clarté. SNC-Lavalin, ils ont beaucoup de projets à travers le monde, dans 83 pays. Et ils ont le capital humain a une expertise toute particulière, notamment en ingénierie pour différentes natures de projets. Et je pense que dans ce sens-là, c'est une entreprise qui a certainement un air d'aller, puis c'est une entreprise qui a une belle renommée en termes d'expertise. C'est normal maintenant que de grandes entreprises multinationales comme eux, qui ont beaucoup à travailler sur des projets d'intérêt public, qu'ils soient sujets parfois à... scrutin à la loupe, bien sûr. Oui, à une visibilité qui peut être négative sur certains projets. Et il y a des façons de faire aussi dans certains pays à une époque donnée qui peuvent être critiquées à d'autres époques. Parce que les règles ont changé, parce que la direction du pays a changé, parce que au niveau international, il y a des repositionnements qui se font et qui fait que la gouvernance de certains projets peut être différente selon le lieu même d'application de ces projets-là. Alors, je pense qu'il faut regarder l'avenir au niveau économique et je pense que c'est une institution, c'est une entreprise qui a certainement un pouvoir de réaliser beaucoup d'autres projets. Qu'est-ce que vous suggéreriez comme stratégie aux gens qui veulent en acheter parce qu'ils pensent comme vous que ça demeure une bonne entreprise? Bien, d'abord, il faudrait se poser la question, pourquoi les gens ont ces titres-là? Est-ce que c'est des anciens employés de l'entreprise? Et il y a beaucoup d'employés qui se retrouvent à la retraite avec des actions de SNC-Lavalin. Alors, la meilleure chose, c'est d'évaluer leur situation, d'évaluer leur position et d'en discuter avec leurs conseillers. Les vieux gestionnaires de portefeuille m'ont dit dans une vie antérieure, il y a une règle qui s'appelle « Never fight a train » en anglais. Quand la marée descend, allez pas essayer de l'arrêter. Elle va continuer de descendre, puis vous allez juste vous mouiller. Ça dépend jusqu'à quelle hauteur vous voulez vous mouiller. Et il y a des personnes qui m'ont dit « Est-ce que ça ressemble un petit peu à Nortel, cette affaire-là? » Ça n'a rien à voir quant à moi, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous parlez de marée, c'est intéressant comme analogie, puis souvent on comprend mieux par les analogies. Vous savez qu'il y a les vagues de fond et les vagues de surface. Oui. La vague de surface, c'est ce qu'on voit. C'est les déclarations qu'on entend, c'est ce qu'on peut lire. La vague de fond, c'est celle qu'on ne voit pas, mais c'est celle qu'il faut essayer de deviner. Et c'est celle qu'il faut deviner qui est dure à mesurer. Parce que ça, c'est du long terme. Il y a du roulis, il y a du ressac qui se fait, il y a beaucoup de choses. Alors, et on l'apprend au fur et à mesure, et c'est plus facile de l'analyser après coup que d'anticiper le futur. Tout à fait. Et si on regarde les graphiques, parce que des gens me disent, est-ce que les graphiques sont fiables? Les graphiques, ça traduit une situation passée sur des chiffres passés. Quand on investit dans une entreprise, ce qu'on achète, c'est une partie de l'avenir, pas nécessairement une partie du passé. Jusqu'à quel point le passé est garant de l'avenir. Et si on prend l'exemple de BP qui, dans le golfe du Mexique, avait eu des problèmes il y a quelques années, qui a affecté énormément, évidemment, cette entreprise-là, eh bien, aujourd'hui, le titre de l'entreprise et puis l'entreprise continue de très bien aller. Alors, il ne faut pas s'arrêter sur une difficulté passagère. Il faut avoir une perspective à long terme. Quand on investit de façon sérieuse. BP a réglé des problèmes avec... je pense que c'est aujourd'hui qu'il y a eu un règlement avec la compagnie qui avait fabriqué la plateforme, tout ça. Il y a eu un règlement aujourd'hui, puis ça n'a pas influencé tellement sur le titre. On parle de plusieurs milliards. Est-ce que c'était pas peut-être un accord majeur ou un accord déterminant? C'est un accord déterminant. En fait, il y a les prix du pétrole aussi qui comptent. Oui, il y a les prix du pétrole, mais c'est un accord déterminant avec le constructeur... Halliburton. Halliburton, justement, que c'est en train de se régler. On va en savoir peut-être un petit peu plus long. C'est la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est juste avant de rentrer en ondes, justement. Alors donc, c'est un dossier qui est à suivre, ça aussi. Oui. Mais encore une fois, donc, on ne peut pas vous dire
ça a assez baissé, c'est le temps d'acheter. Moi, ce que je vous dirais, ce que les vieux conseillers me disaient il y a quelques années, quand tu as une entreprise qui a baissé comme ça, laisse-la aller jusqu'en bas. Et quand elle commence à remonter, là, si tu veux investir 25 000 $ là-dedans, tu peux y aller par tranche de 5 000 $ à la fois et non pas 25 000 $ d'un seul coup, parce que là, vous prenez un risque énorme. Alors, si vous y allez en mode de réinvestissement graduel, bien là, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Par exemple, vous y allez avec, je sais pas moi, 5 000 $ maintenant, puis vous attendez une semaine ou deux, et si le titre continue de monter, vous mettez un autre 5 000 $. Je comprends que vous aimeriez mieux mettre votre 25 000 $ tout de suite sur le prix le plus bas que l'action a atteint, mais ça, c'est à ce moment-là que le risque est le plus grand, parce que vous mettez trop d'argent d'un seul coup sur un seul titre. Alors donc, attention, ne vous laissez pas enfiroiper par n'importe qui vous dit « ça a assez baissé, il n'y a plus de problème, ça ne peut pas aller plus bas ». Ça peut toujours aller plus bas quand ça descend. Et quand ça monte, bien là, ça peut toujours aller plus haut parce qu'il n'y a pas de sky's the limit, comme ils disent en anglais, là. Mais la prudence recommande de commencer à réinvestir, mais graduellement. C'est ce que les vieux gestionnaires de portefeuille font la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'ils réussissent à éviter donc les extrêmes, et en haut et en bas. Évidemment, tout le monde aimerait mieux vendre au ciel et racheter en enfer, mais c'est très difficile d'avoir le point maximum et le point minimum. Et c'est pour ça qu'il faut y aller plutôt graduellement. Et c'est la même chose, j'imagine, M. Veillette, que font vos gestionnaires quand ils vendent. Ils ne vendent pas d'un seul coup, puis ils ne rachètent pas d'un seul coup. Et c'est là que l'achat progressif ou la vente progressive permet d'atténuer le risque de placement. Effectuation trop forte. Tout à fait. Alors, l'investisseur individuel qui veut spéculer ou qui veut s'établir une politique de placement, s'il le fait par lui-même, on lui dit bonne chance. S'il le fait par le biais d'un conseiller ou s'il le fait par le biais de fonds communs placement, comme exemple, ou par le biais de son fonds de pension, parce que le fonds de pension est quand même un regroupement collectif. Tout à fait. Et à ce moment-là, bien, c'est des gestionnaires professionnels qui prennent les décisions. Alors, il s'agit pour le particulier d'établir une politique de placement qui correspond à sa zone de confort, mais qui correspond aussi à ses objectifs et à ses besoins de croissance en vue de sa retraite ou en vue de ses projets futurs. C'est quoi ça, la zone de confort? La zone de confort de quelqu'un, c'est qu'on dit si le marché bouge, si le portefeuille placement réel, comme exemple, bouge de 10 % à la baisse, quelle va être la réaction du particulier qui détient ce portefeuille-là? Est-ce que ça vous empêche de dormir? C'est ça. Voilà. C'est le premier principe. C'est la personne qui va faire des placements qui va l'empêcher de dormir. C'est peut-être pas la bonne place. C'est mieux de ne pas les faire. C'est pas la bonne place pour lui. Il peut se contenter au niveau des CPG ou des obligations. Si la personne regarde les fluctuations d'un titre à tous les jours, il y a des titres qui peuvent varier de 2, 3, 4, 5 % puis que ça l'indispose. D'une journée à l'autre. C'est peut-être pas sa place. Le vendredi 13, SNC-Lavalin, c'était moins 4 %, mais le lendemain, il avait repris de mémoire 2,5 %. Exactement. Sur les 4 perdus la veille. Il avait dompé de 20 % une couple de jours avant. C'est pour ça que la personne qui se sent mal avec ça, c'est peut-être pas la place pour investir. Voilà. C'est ce qu'on appelle la zone de confort, en fin de compte. Autrement dit, la bourse, c'est pas fait pour n'importe qui, c'est pas fait pour les cœurs fragiles. C'est ça. Et c'est pour ça que l'échelle des placements, c'est une échelle de 100 barreaux. Et quelqu'un qui est moins confortable peut baisser de quelques barreaux pour être plus à l'aise, ou de remonter certains barreaux s'il trouve que son portefeuille est trop conservateur. Ce qui est important, c'est d'avoir la perspective des décisions qu'on prend. Si on prend un rendement garanti, mais qui rapporte 1 %, le problème qu'on a, c'est que ça prend 72 ans pour doubler. C'est très long, ça. C'est très long. Si on y va à 2 %, c'est 36 %. C'est 36 ans, pardon. Et si on y va à 4 %, c'est déjà 18 %. En fait, ce que vous utilisez là, c'est le chiffre d'or, comme on dit, là. Oui. Si vous voulez savoir dans combien de temps, sans tenir compte des avantages fiscaux, c'est-à-dire de savoir si votre placement est dans des REER ou hors REER, dans combien de temps votre placement va doubler, vous prenez 72 puis vous divisez par votre rendement. Alors, 72 divisé par 12, votre argent va doubler dans 6 ans. 72 divisé par 6, votre argent va prendre 12 ans à doubler. C'est aussi simple que ça. Le magic number, comme on l'appelle. Oui, tout à fait. C'est le chiffre 72. Oui. Alors, c'est pour ça que si quelqu'un adopte une politique de placement à 1 % parce qu'il ne peut pas dormir, il veut travailler combien plus fort dans sa vie? Et combien d'années de plus? Combien d'années de plus pour récupérer, pour bâtir le même patrimoine de retraite que s'il y avait une politique de placement un peu plus dynamique? Bien, et c'est peut-être quelque part entre les deux que la majorité des gens peuvent trouver leur zone de confort. Oui. C'est un peu comme la vitesse que vous allez sur l'autoroute. Il y a des gens que,
à 90, c'est toujours trop lent. Puis il y a d'autres gens qu'à 60, c'est toujours trop... c'est-à-dire, à 90, c'est toujours trop vite. Puis il y en a d'autres qui disent qu'à 60, c'est toujours trop lent. Alors, il faut se brancher. Quelle est votre vitesse de confort, là? Oui. C'est un peu le même principe ici que vous donnez avec vos barreaux d'échelle. C'est le même principe, tout à fait, oui. Et c'est pas une règle qu'on établit pour les 10, 15, 20 prochaines années, parce que ça peut varier au fil des ans, évidemment, en fonction de l'information que vous recueillez à gauche et à droite. Oui. Bien, alors, on me dit qu'on va faire une quatrième et dernière pause, et qu'on va revenir ensuite avec le quatrième bloc de cette émission, dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour le quatrième et dernier bloc de cette émission d'aujourd'hui, en compagnie, toujours aujourd'hui, de M. Gaétan Veillette du groupe Investor, un des principaux piliers de Power Corporation dont on a parlé depuis 2 semaines, et de M. Robert Dagenet, qui est conseiller en placement auprès de Industriel Alliance Valeurs Mobilières. Alors, messieurs, merci d'être là encore. Bienvenue. Et comme on s'attend, en sortant d'ici tout à l'heure, à peut-être tomber dans la manifestation des étudiants, durant la pause, on parlait évidemment des avantages et des inconvénients des étudiants. Évidemment, quand on fait de la scolarité avancée, cégep et université, ça coûte cher et les étudiants ne veulent pas que les frais augmentent. Pourtant, ce qu'on ne dit jamais, ce qu'on ne voit jamais sur les pancartes, c'est que les frais de scolarité, ça se situe dans un tout fiscal. Et si on regarde l'ensemble fiscal, vous avez déjà dit à cette émission ici que c'était très payant de continuer les études et que les frais de scolarité en ont une bonne partie qui étaient absorbés, évidemment, par le gouvernement. Oui. Vous me parliez tout à l'heure de 32 %. Oui, 32,5 %. La difficulté qu'il y a, c'est que j'ai eu l'occasion de discuter ce printemps avec des dizaines et des dizaines d'étudiants qui, pour discuter avec eux des aspects fiscaux liés aux frais de scolarité. Alors, leur engagement scolaire post-secondaire fait que, comme exemple, l'exemple que j'apportais tantôt, c'est l'exemple d'un étudiant qui, ça lui coûte 216 $ pour 10 mois d'études de cégep. 10 mois d'études, 216 $. Ça fait pas cher par mois. Ça fait pas cher par mois. Et j'ai fait l'étude au niveau fiscal, ce que ça représentait, et on arrive à un retour d'impôt exact de 32,5 %. Ce qui veut dire que ça lui coûte exactement 146 $ dans son année Ça, c'est le coût réel après impôt. Après impôt. Il faut toujours regarder ça après impôt et non pas avant impôt, évidemment. Parce que le frais de scolarité s'inscrit dans les crédits d'impôt qu'on dit non remboursables sur sa déclaration d'impôt. Il réduit directement l'impôt de l'étudiant s'il gagne suffisamment de revenus. S'il ne gagne pas suffisamment de revenus pour utiliser son crédit d'impôt, le crédit n'est pas perdu. Au contraire, on le roule à un par an dans l'année jusqu'à concurrence de 5 000 $ au fédéral. Et, on le roule, vous voulez dire on le transfère? On peut le transférer, en autant que l'étudiant et le parent sont consentants, bien sûr, au transfert. Évidemment. Ou encore, on le roule dans le futur jusqu'au jour où l'étudiant aura suffisamment de revenus pour l'utiliser. Tout ça pour vous dire qu'en plus du 146 $ que coûte réellement à l'étudiant sa participation aux études postsecondaires, eh bien, il lui revient un crédit d'impôt de 465 $ par mois sur sa déclaration fédérale, multiplié par 10 mois. On parle de 4 650 $. On se dit, le crédit d'impôt fédéral, on devrait le traduire en réduction d'impôt à raison de 15 % mais ce n'est pas exactement 15 % parce qu'il faut tenir compte de l'abattement du Québec, ce qui fait un retour d'impôt exactement de 12,5 % sur ce 4 650 $-là, plus, bien sûr, le 216 $ que l'étudiant a déboursé. Bref, en déboursant 216 $, il revient exactement 651 $ d'impôt. Donc, le gouvernement paie l'étudiant de cégep pour étudier, puisque le gouvernement lui octroie un retour d'impôt de 651 $, mais on demande à l'étudiant de débourser seulement 216 $. On comprend qu'ici, on ne parle pas des frais de subsistance, on ne parle pas non plus des frais de matériel. Ou des même, mais ça, c'est des frais personnels. Absolument. Par contre, l'étudiant qui a des abonnements de transport en commun peut les ajouter à sa déclaration d'impôt, bien sûr, s'il y a suffisamment de revenus pour les utiliser. L'étudiant bénéficie aussi de remboursement de TPS, le crédit de solidarité au Québec notamment. L'étudiant peut demander des frais de déménagement pour ses études postsecondaires selon certaines conditions. Notamment les étudiants qui reçoivent des bourses universitaires peuvent demander un frais de déménagement s'ils déménagent à au moins 40 km de plus
de plus près de leur lieu d'études. Donc, il y a toute une série d'avantages fiscaux qui dépassent nettement un frais de scolarité. Et qu'on ne voit direct. jamais sur les pancartes, évidemment, des contestataires, parce que les pancartes sont trop petites, c'est marqué simplement « non, 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 non ». C'est tout à fait juste ce que vous dites. Et j'ai discuté avec des étudiants qui arrivaient de leur manifestation dans le cadre de la mobilisation étudiante et qui n'étaient pas au courant du tout de tous ces avantages fiscaux-là. Et ça inclut l'avantage fiscal, le crédit d'impôt sur le remboursement d'un prêt d'études lorsqu'on est en carrière. Donc, après, bien sûr, les études. Eh bien, à nouveau, les frais d'intérêt de ce prêt pour fin d'études-là, ça rapporte exactement 32,5 % de retour d'impôt. Et vous, M. Dagenet, durant la pause, vous disiez, si l'étudiant travaille en plus de ça, il peut même faire plus d'argent de cette façon-là, donc il gagne plus d'argent, autrement dit, que ce que ça lui coûte en réalité pour faire ses études. Oui, il y a des rapports d'impôt. C'est que c'est notre fiscaliste va nous le dire, là, au niveau du rapport d'impôt. Il y a un crédit d'impôt qui se fait que pour un travailleur qui augmente le retour d'impôt. Ça veut dire qu'il y a des étudiants qui ont travaillé durant l'année qui vont retirer plus d'impôts qu'ils en ont payé, tout simplement. Ça arrive régulièrement. C'est aussi simple que ça. Donc, au printemps, c'est pour ça qu'ils vont aller faire, mettons, je sais pas moi, un spring break ou quelque chose de même, là, quand ils reçoivent un chèque de retour d'impôt. Oui. Et c'est pour ça que le débat sur l'enseignement postsecondaire, sur le financement d'enseignement postsecondaire doit être totalement recentré, puisque c'est un faux débat de le faire au niveau des frais de scolarité. Seulement, on ne peut pas isoler simplement cet élément-là. C'est ça. Et c'est vrai que l'éducation postsecondaire, ce n'est pas qu'une affaire de chiffres. C'est vrai aussi que si on fait fi des chiffres, on reste très superficiel dans le débat et on reste très philosophique dans le débat. On ne peut pas complètement les ignorer, les chiffres et l'aspect fiscal des choses. Tout à fait. Et là aussi, les gouvernements expliquent très mal leur position, je considère. Il y a un problème de communication, là aussi. Il y a un problème de communication, mais surtout, il y a un problème de désinformation irresponsable. Et je pense que les leaders étudiants dissidents, puisqu'il y a quand même le 2/3 des étudiants universitaires qui sont en continuité d'enseignement, devraient se documenter beaucoup plus sur les aspects fiscaux et les programmes socio-fiscaux relativement à l'ensemble des mesures gouvernementales reliées au financement des études postsecondaires. On sait qu'avec une hausse de 325 $ à partir de septembre 2012, au bout de 5 ans, on aura atteint seulement 17 %. Donc, les étudiants ne participeront qu'à 17 % du coût réel des frais de scolarité. Il faut faire attention de ne pas agrandir le chantier du débat ou du discours. On parle du financement des études postsecondaires. Si on inclut aussi la gouvernance des universités, puis si on inclut beaucoup d'autres domaines, beaucoup d'autres aspects au dossier qui ne sont peut-être pas négligés, mais ça ne justifie aucunement qu'il y ait une suspension, un blocage systématique de la part des étudiants. La valeur du débat ne justifie aucunement ces mesures-là. Et d'autant plus que les conséquences sur les étudiants vont être, les étudiants dissidents, vont être considérables. On parle d'emploi d'été perdu, on parle de séjours d'hébergement lorsque les étudiants étudient dans des régions distantes. Où ils doivent demeurer en pension, par exemple, ou à loyer, ou des choses de même. C'est très dispendieux. Il y aura beaucoup de frais nouveaux qui vont s'ajouter, de revenus que les étudiants perdent et que les autres étudiants qui étaient aux études vont avoir comme emploi d'été. On parle de beaucoup d'étudiants qui vont peut-être abandonner leur programme ou qui l'ont déjà fait. Alors, les conséquences sur les étudiants dissidents sont considérables et je souhaite qu'on n'aboutisse pas à une judiciarisation du dossier. Je souhaite qu'il y ait un dénouement le plus rapidement possible dans le meilleur intérêt des étudiants. Comme la plupart des gens, en commençant par les automobilistes, bien entendu. Oui. Monsieur Veillette, j'espère que vous avez apporté avec vous un bon chapeau de sécurité, parce que s'il y a des étudiants qui nous attendent à la porte, ça ne sera pas pour moi, ça sera probablement pour vous dire quelque chose à vous. Bien, ça me fera plaisir de faire leur déclaration d'impôt. Si je résume évidemment votre situation et votre point c'est que vous dites on ne peut pas prendre des frais de scolarité et isoler un élément du débat, mais on ne peut pas inclure n'importe quoi dans le débat aussi, comme par exemple les bâtisses qu'on achète inutilement ou des paix de séparation extrêmement généreux que certains dirigeants universitaires se paient quand ils quittent l'emploi.
on ne peut pas tout isoler, mais on ne peut pas non plus faire un focus sur un seul point, c'est-à-dire le frais de scolarité en soi. Oui. Le frais de scolarité il est dans un contexte, puis il faut garder l'ensemble du contexte. Il y a un coût à défendre des principes. Tout à fait. Et puis, je pense qu'une démarche d'affaires, une ouverture d'esprit d'affaires de la part des intervenants concernés serait certainement une bonne orientation. Est-ce qu'une formule d'indexation, par exemple, à l'inflation ou de quasi-indexation, ça pourrait être une formule qui conviendrait ça, à tout le monde? Certainement, certainement. Et je pense que les étudiants, par leur expérience et par leur rôle d'apprentissage dans un milieu universitaire ou collégial, ont tout intérêt à participer davantage à la cogestion universitaire ou la cogestion gouvernementale. Et ça permettrait probablement d'apporter des nouvelles mesures, de nouveaux modèles de financement d'études postsecondaires. Et rappelons en conclusion que les étudiants d'aujourd'hui seront les payeurs de taxes et d'impôts de demain. Et il y a un seul contribuable. Plus on va grossir un déficit, plus ça va leur coûter cher à eux. Tout à fait. Et nous avons tous été des étudiants il y a quelques années, enfin dans mon cas, moi un peu plus que vous peut-être. Là. On a tous été des étudiants, puis on pensait tous de la même manière. Mais ça, c'est une vision à court terme. Il faut penser à plus long terme un peu. Il faut, M. Heinz, vous êtes jeune. Dans votre temps, ça vous coûtait 26 de frais. Les frais de scolarité représentaient 26 du budget ou du financement des études postsecondaires à cette époque-là. Aujourd'hui, ça représente à peu près 12 On veut les emmener à 17 Graduellement. Graduellement, sur 5 ans. Et en même temps qu'on veut augmenter les frais de scolarité, on augmente les pré-bourses pour ceux qui sont démunis et qui n'ont pas les moyens de poursuivre les études qu'ils voudraient poursuivre. Ça, c'est le débat social. Et le débat social, je pense qu'il est couvert lui aussi. Oui. Mais ça non plus, on ne le dit pas, là. Il y a tellement de mesures. Il y a tellement, autant au niveau fiscal que socio-économique, dans ce débat-là, il y a tellement de facteurs au niveau de la gestion universitaire également que c'est difficile d'isoler le débat uniquement sur des frais de scolarité. C'est un débat tout à fait incomplet et superficiel si on ne parle que de frais de scolarité. Alors, on va terminer là-dessus parce que je pense qu'il y aura peut-être d'autres manifs. On aura peut-être l'occasion d'en parler encore au cours des prochaines semaines, malheureusement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Alors donc, cette semaine, on avait M. Gaétan Veillette du groupe Investor, une des filiales principales de Power Corporation, et M. Robert Dagenet, un conseiller en placement de Industriel Alliance Valeurs Mobilières. Messieurs, ce fut un plaisir encore une fois, et j'espère que la prochaine fois qu'on se reverra, on aura peut-être d'autres choses à parler que des frais de scolarité puis des manifs d'étudiants. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je remercie aussi l'équipe technique qui a fabriqué cette émission pour vous, chez TVRL, Télévision régionale de Laval. Et puis, si vous avez des sites Internet, bien, vous faites tvrl.ca tout simplement. Et vous allez trouver toute l'information que vous pourriez désirer. Je vous remercie beaucoup, surtout vous, d'avoir été là, parce que c'est pour vous qu'on fait cette émission. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et à la prochaine. Merci, au revoir.